Bonjour à tous chers amis, nous vous proposons aujourd'hui un résumé du film policier à suspense de 2006, Inside Man, l'homme de l'intérieur. Le film commence avec Dalton Russell qui déclare avoir commis le braquage parfait d'une banque de Wall Street puis être sorti calmement par la grande porte. La question qui vient à l'esprit est de savoir comment il s'y est pris. Et l'affaire s'est déroulée comme suit. Russell et son équipe entrent dans la banque de Manhattan Trust déguisés en peintres. Dalton entre premier et désactive les caméras. En quelques secondes, les voleurs parviennent à verrouiller la porte et à mettre toutes les personnes présentes dans la banque à terre. Un policier en patrouille voit de la fumée s'échapper de la banque, mais Dalton se présente à la porte depuis l'intérieur et lui dit qu'il y a des otages. Il les tuera si les policiers tentent de s'approcher. L'officier appelle des renforts et une file de voitures de police se précipite vers la banque. Au même moment, le propriétaire de la Manhattan Trust, Arthur Case, est informé qu'une succursale de la banque est en train d'être attaquée par des criminels. Cette information déstabilise l'homme qui appelle l'influente Madeleine White. Il lui demande de trouver un moyen de protéger d'importants biens hérités de sa famille et qui se trouvent dans l'un des coffres de la banque. Madeleine White propose une condition. Si Case décide de lui révéler ce que contient ce coffre et qu'il ment, leur accord ne sera plus valable. Case ne lui ment pas, mais il ne révèle pas la vérité pour autant. Il veut juste que le contenu du coffre reste secret. Nous rencontrons ensuite les détectives Frazier et Mitchell de l'équipe de négociation pour les affaires de prise d'otages. Ils arrivent sur les lieux et le capitaine Darius, qui dirige les opérations de la police sur place, leur indique que personne ne connaît le nombre de suspects ou d'otages présents dans la banque. Pendant ce temps, les braqueurs séparent les otages, d'un côté les employés de la banque et de l'autre les clients. Dalton ordonne aux otages de leur remettre leurs clés et leur téléphone portable. Un des employés dit qu'il a laissé son téléphone à la maison. Dalton ne le croit pas et trouve son téléphone dans son bureau. Il frappe brutalement l'homme pour montrer sa détermination aux autres otages. Un autre homme donne alors ses clés à Dalton. Ensuite, les braqueurs mélangent à nouveau les otages. Ils les obligent à se mettre en sous-vêtements et à enfiler des combinaisons et des masques identiques à ceux des voleurs. Soudain, un otage âgé, employé de la banque, semble faire un malaise cardiaque. Les braqueurs le laissent partir. À l'extérieur, la police interroge immédiatement le témoin. L'homme révèle qu'il y a 4 criminels dans la banque. Il les informe également que la police ne doit pas s'approcher de la banque sinon les bandits vont exécuter 2 personnes. À l'intérieur de la banque, les voleurs préparent quelque chose. Ils traversent la banque, contournent la chambre forte et les coffres de dépôt et ils s'arrêtent finalement dans une pièce qui sert de réserve. Ils creusent dans le sol pour une raison inconnue. À l'extérieur, Darius fait un rapport à Fraser et Mitchell au sujet de l'otage libéré. Il dit également au détective qu'il attend les images de vidéosurveillance de la banque prises au moment où le braquage a commencé et qu'il s'est également assuré que tous les appareils téléphoniques provenant du bâtiment soient redirigés vers eux. Maintenant, c'est le moment pour Fraser d'entrer en jeu. Il ne pense pas que le moment d'appeler les cambrioleurs soit déjà arrivé. Il veut voir quelle sera leur prochaine action. Pendant qu'il patiente, Mitchell trouve la camionnette des bandits. Ils vont y rechercher des empreintes, même si elle a probablement été volée. Quand Frazier décide enfin d'appeler la banque, Dalton ne décroche pas le téléphone. Les images de vidéosurveillance ne donnent aucune information supplémentaire, car elles ont toutes été désactivées au préalable. Pendant ce temps-là, Madeleine demande au maire de New York une très grande faveur. Elle explique qu'elle supervise la situation dans la banque pour son client et qu'elle veut entrer à l'intérieur avec la police pour mener à bien sa mission. Le maire finit par céder à sa demande. Les braqueurs, pendant ce temps, libèrent un deuxième otage avec un message attaché sur lui. Les flics, en voyant son turban sikh, pensent que l'homme libéré est un terroriste islamiste. Ils le traitent donc assez durement. Plus tard, les détectives interrogent le témoin dans un restaurant proche. Le sikh confirme l'information selon laquelle il y a 4 criminels et dit également qu'il y a 20 à 30 otages. Ensuite, les flics lisent le message envoyé par les preneurs d'otages. Les voleurs exigent que 2 bus et un avion de ligne soient mis à disposition avant 21h. Si les conditions ne sont pas remplies à temps, les voleurs tueront un otage toutes les heures. De plus, la banque est piégée avec des explosifs. Frazier dit à ses collègues que s'ils ne parlent pas au chef des braqueurs, ils n'obtiendront rien. Soudain, Arthur Case entre dans la camionnette et les informe qu'il peut obtenir un avion si nécessaire. L'homme voudrait rester et surveiller la situation, mais il est reconduit en dehors du fourgon. Plus tard, les voleurs exigent qu'on leur apporte de la nourriture, ce qui donne à la police l'opportunité de placer des micros dans la banque. Ils choisissent de leur ramener des pizzas pour que les gens puissent se rassembler autour de la nourriture et parler. L'officier est chargé de la mise sur écoute par la Fraser d'un enregistreur numérique qui a la forme d'un stylo et qui peut enregistrer jusqu'à 30 secondes de son. Pendant ce temps, l'un des otages se comporte de manière provocatrice. Les voleurs lui rappellent qui commande et il l'emmène ensuite dans le garde-manger. La nourriture commandée est finalement livrée à la banque. La police met en marche les micros et se rend compte que les preneurs d'otages parlent une langue étrangère, peut-être du russe. Les policiers demandent aux otages s'ils ont entendu des conversations en russe. Dans le même temps, les braqueurs déplacent à nouveau certains otages d'une pièce à l'autre en les mélangeant.
L'un des voleurs se fait passer pour un otage et retourne dans la première pièce. Les détectives continuent d'essayer de déchiffrer la langue étrangère. Un policier d'origine russe écoute la bande et leur révèle que ce n'est pas du russe. Frazier a l'idée de diffuser l'enregistrement dans les haut-parleurs. Peut-être que quelqu'un dans la foule des curieux reconnaîtra la langue. Un ouvrier du bâtiment dit que c'est de l'albanais. Il le sait parce que son ex-femme est née en Albanie. Les policiers appellent la femme. En échange de l'aide qu'elle offre à la police, elle demande que ses contraventions soient annulées. Frazier est d'accord. Il lui demande d'écouter la cassette et traduire la conversation. La femme écoute et rit, expliquant que c'est la voix de l'ancien président communiste albanais, Enver Hoxha. Les officiers réalisent que les cambrioleurs ont compris leur plan et qu'ils ont mis en marche un enregistrement sonore choisi au hasard. Cela change la donne. Un peu plus tard, Dalton et un de ses associés ouvrent un coffre. Il contient les documents qu'ils recherchaient depuis le début, ainsi que des sacs de diamants et une boîte à bijoux. Dalton prend le document et sa partenaire referme le coffre. Au même moment, le maire et Madeleine arrivent pour parler au détective Fraser. Madeleine explique de manière assez floue pourquoi elle est ici. Le négociateur de la police n'est pas enthousiaste pour accepter son aide. Alors Madeleine et le maire utilisent la bonne vieille méthode de chantage pour le convaincre. Quelque temps plus tard, Dalton décroche enfin le téléphone et parle à Fraser. La conversation ne mène nulle part. Dalton se contente de répéter ses exigences, menaçant de tuer les otages. Fraser pense pouvoir gagner du temps, mais il ignore que c'est Dalton qui contrôle le tempo et le manipule. Fraser propose à Dalton plus de nourriture et il commande des hamburgers. Pendant ce temps, les voleurs ont fini de creuser le trou. C'est un élément clé dans le plan qu'ils ont imaginé. Après avoir parlé à Dalton, Fraser permet à Madeleine de parler au braqueur. Elle raconte à Dalton quelque chose qui le convainc de le rencontrer en personne. Lorsqu'elle arrive dans la banque, elle est fouillée et est emmenée auprès du chef de l'opération. Madeleine offre à Dalton une courte peine de prison et 2 millions de dollars après son incarcération en échange du contenu du coffre. Dalton fait comprendre qu'il sait pour qui Madeleine travaille. Il sait également que Case a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il travaillait en Suisse. Dalton dit qu'il gardera ses documents comme garantie pour qu'elle et son patron l'aident au cas où il serait arrêté pour vol. En quittant la banque, Madeleine dit à Fraser que Dalton est très intelligent et qu'il n'est pas un meurtrier. Quelque temps plus tard, Fraser décide de changer les règles du jeu parce que Dalton est probablement en train de prévoir chacun de leurs mouvements. Il appelle le braqueur et lui dit qu'il lui fournira un avion s'il laisse le détective entrer à l'intérieur d'abord pour vérifier l'état de santé des otages. Dalton accepte et Fraser entre dans la banque. Il est emmené dans les salles où sont retenus les otages. Les policiers s'assurent qu'ils vont tous bien. Avant de partir, le détective promet aux otages qu'il les fera sortir d'ici. En sortant, Fraser rattrape Dalton et essaye d'enlever son masque, mais il est maîtrisé par un complice de Dalton. Celui-ci est en colère et réclame à nouveau les bus. Fraser retourne dans la camionnette avec la conviction que Dalton n'est pas un tueur. Il propose d'attendre et de voir ce qui va se passer. Fraser appelle à nouveau le braqueur de banque qui leur demande d'orienter les caméras vers la fenêtre. Les flics voient Dalton tirer sur un otage. En conséquence, Fraser est retiré de l'affaire et Darius prend le commandement. Naturellement, Darius prévoit de prendre la banque d'assaut dès que possible, mais l'équipe d'intervention devra utiliser des balles en caoutchouc car les otages sont difficiles à distinguer des criminels. Mitchell pense que si quelque chose tourne mal à nouveau, Fraser servira de bouc émissaire, mais ce dernier l'assure qu'il a passé un accord avec Madeleine. Soudain, avant le début de l'assaut, Fraser découvre que les braqueurs les ont mis sur écoute depuis le début grâce à un émetteur placé dans la boîte qui contenait l'un des messages. Il appelle le capitaine pour le signaler, mais Darius cependant décide de poursuivre l'opération. Dalton entend tout et lance des grenades fumigènes puis libère les otages avant que la police n'entre dans la banque. Tous ceux qui sortent sont arrêtés puis une équipe d'intervention fait irruption dans la banque pour arrêter les braqueurs ou trouver des cadavres. Ils vérifient toutes les pièces, la chambre forte et la réserve mais ne trouvent rien. Ils ne trouvent pas le corps de l'otage assassiné et rien ne manque dans la banque. De plus, les flics se rendent compte que les armes des braqueurs étaient fictives et que l'exécution de l'otage était une mise en scène. Le capitaine explique à Fraser qu'il n'y a eu aucun vol réel et qu'il n'y a plus lieu de mener une enquête. Mais Fraser ne va pas abandonner aussi facilement. Plus tard, le détective trouve des informations sur le fameux code secret et commence à rassembler les pièces du puzzle. Il retrouve Madeleine et lui fait écouter l'enregistrement où elle et le maire le font chanter. En échange du fait que cela ne soit pas rendu public, il lui demande d'en dire plus sur le coffre de Case. Elle ne donne qu'un seul indice et demande au détective d'oublier l'affaire. Plus tard, Madeleine rencontre Case et l'informe que Fraser ne posera pas de problème, mais que Dalton gardera les documents du coffre pour s'assurer de ne pas avoir de problème. Par ailleurs, Madeleine sait que des diamants étaient stockés dans le coffre. Case admet qu'il y avait aussi une bague Cartier qui appartenait à une de ses amies juives. Il ne l'a pas sauvée des nazis parce qu'il payait trop bien.
Une semaine après le cambriolage, Dalton révèle enfin comment il a réussi à monter toute l'opération. Il s'est caché à l'intérieur de la banque derrière un faux mur que ses complices avaient construit dans la salle de stockage. Il a gardé les diamants, la bague et les documents en sa possession. Une semaine plus tard, il est sorti de sa cachette et a traversé la banque comme un client ordinaire. En sortant, il croise Fraser et Mitchell, mais les policiers ne les reconnaissent pas. Fraser arrive dans la banque avec une ordonnance du tribunal pour faire ouvrir le coffre qu'il recherche. À l'intérieur, il trouve un paquet de chewing-gum, une bague Cartier et une note disant « Suivez la bague ». Fraser comprend que le jeu vient seulement de démarrer. Les détectives vont parler à Case et Fraser essaye d'en savoir plus sur le contenu mystérieux du coffre. Case esquive les questions mais Fraser lui montre le bijou et lui dit qu'un jour il découvrira ce qui cache derrière tout ça. Plus tard, Fraser interrompt le déjeuner de Madeleine et du maire pour leur montrer la bague et donne à la jeune femme le numéro du bureau des crimes de guerre à Washington. Elle lui assure qu'elle les appellera et le détective lui donne le stylo avec l'enregistrement de leur conversation. À la fin du film, Fraser trouve dans la poche de sa veste le diamant que Dalton y a déposé en sortant de la banque. Personnellement, je pense que le policier et le criminel ont apprécié leur confrontation. Ils ne sont peut-être pas du même côté de la barrière, mais ils se respectent mutuellement pour leur esprit vif et leur détermination. C'est tout cette fois, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et à bientôt pour découvrir d'autres films passionnants.